Imagine que l'on t'explique les principes de Neville Goddard dans une seule leçon simple, accessible, pratique, comme une conversation calme avec quelqu'un qui veut vraiment te faire comprendre. Ce n'est pas une théorie complicada, ce n'est pas réservé à une élite. C'est un savoir que même un enfant peut assimiler, et une fois que tu l'intègres, tu n'as plus besoin de chercher en dehors de toi ce que tu peux manifester depuis ton monde intérieur. Prends un carnet si tu veux, car ce que tu vas découvrir ici peut vraiment transformer ta manière de vivre. Tu vas comprendre pourquoi certaines choses te sont arrivées, pourquoi d'autres ont tardé à arriver, et surtout, comment tu peux créer consciemment ta propre réalité. La première chose à comprendre, c'est que tout commence par le concept que tu as de toi-même. C'est comme le sol sur lequel pousse ta vie. Si tu crois que tu es quelqu'un de malchanceux, ton quotidien va refléter cette idée. Si tu penses que tu n'es pas digne de recevoir l'amour ou la prospérité, c'est ce que tu verras autour de toi. Ce n'est pas une punition, c'est juste le reflet d'une vibration intérieure. Neville disait que nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes. C'est pourquoi changer ta perception de toi-même change ce que tu vis. Tu découvriras aussi comment discipliner ton esprit. Cela peut sembler étrange, mais Neville parlait des 12 disciples de Jésus comme des symboles de nos facultés mentales. Chaque disciple représente une partie de ton mental que tu peux activer pour transformer ta vie. Par exemple, Pierre représente la foi. Si tu veux manifester quelque chose, tu dois activer Pierre en toi, c'est-à-dire cultiver une foi inébranlable, même si rien dans ton monde extérieur ne te donne de raison d'y croire. Thomas représente la capacité de croire sans voir, de ressentir une certitude avant que la preuve n'existe. Ensuite, tu verras comment faire une sorte de régime mental. Cela veut dire faire attention à ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Chaque pensée est comme une graine. Si tu penses tous les jours que tu n'as pas de chance ou que rien ne va changer, tu arroses ces graines et elles poussent. Mais si tu choisis consciemment de nourrir des pensées positives, même si au début elles te paraissent étranges, alors tu changes la nature de ton jardin intérieur. Avec le temps, ces nouvelles idées deviennent normales, naturelles, et le monde autour de toi commence à refléter ce changement. Tu apprendras aussi des techniques simples d'imagination. Pas besoin de méditer pendant des heures ou de faire des rituels compliqués. Il suffit d'imaginer ce que tu veux comme si tu l'avais déjà. Ferme les yeux. Entre dans une scène où tu es déjà en train de vivre ce que tu désires et ressens l'émotion que cela te donnerait. C'est cette émotion qui donne vie à ton image mentale. Ce n'est pas le simple fait de voir, mais de ressentir. Le ressenti est la clé qui ouvre toutes les portes. Parfois, on se dit « Mais j'ai des croyances négatives, je ne mérite pas, je ne suis pas capable ». Ce sont justement ces croyances qu'on va transformer. Pas en les combattant, mais en les remplaçant. Tu n'as pas besoin de savoir d'où elles viennent. Tu n'as pas besoin de revivre ton passé pour te libérer. Tu peux simplement choisir, ici et maintenant, de ne plus y croire. Imagine un pneu crevé. Tu n'as pas besoin de savoir où tu as roulé sur un clou pour le réparer. Tu remplaces ou répares. Et tu continues ta route. Ton subconscient est comme un terrain fertile. Il ne fait pas la différence entre le vrai et le faux. Il accepte ce que tu lui répètes. Si tu dis souvent « Je n'y arriverai jamais », il dira « D'accord ». Si tu dis « Tout est possible pour moi », il dira aussi « D'accord ». Il n'a pas de jugement, il obéit. Alors, à toi de lui dire ce que tu veux qu'il croie. Il est toujours en train d'enregistrer, surtout dans les moments de détente ou juste avant de dormir. C'est à ces moments que tu peux planter les plus belles graines, et tu n'as pas besoin d'être parfait. Il suffit d'être régulier, de revenir chaque jour à cette pratique intérieure. Un peu comme on arrose une plante. Tu ne la cries pas pour qu'elle pousse plus vite. Tu lui donnes de l'eau, de la lumière, et tu la laisses grandir. Ta réalité fonctionne de la même façon. Si tu choisis de croire que tu es digne, capable, aimé, cette croyance va peu à peu s'installer et créer autour de toi les circonstances qui confirment ce que tu ressens. Neville disait « Ce que tu ne peux pas affirmer comme vrai à propos de toi ne peut pas apparaître dans ta vie. Autrement dit, si tu ne peux pas dire « Je suis en paix », la paix ne pourra pas venir. Si tu ne peux pas dire « Je suis prospère », la prospérité ne pourra pas te trouver. Cela ne veut pas dire mentir à soi-même, mais choisir ce que tu veux être.
Ce choix, tu peux le faire maintenant. Tu peux commencer par dire doucement « Je suis une personne qui mérite le meilleur ». Peu importe si ton mental proteste. Répète-le encore. Je suis digne. Je suis aimé. Je suis guidé. Je suis en train de devenir la meilleure version de moi-même. Ces mots simples, répétés avec sincérité, ouvrent un chemin nouveau dans ton esprit. Et chaque jour, ce chemin devient plus clair, plus facile, plus naturel. Si tu sens que ce que tu as entendu ici te touche, continue. Reviens à ces mots, souvent. Laisse-les devenir une mélodie intérieure. Partage-les avec ceux que tu aimes. Ce n'est pas une vérité que l'on impose, c'est une vérité que l'on découvre en soi, comme une lumière qu'on croyait éteinte et qui soudain se rallume. Tu vois ta propre pensée comme si c'était toi. Mais as-tu déjà réfléchi à pourquoi tu devrais faire une sorte de régime mental? Il y a plusieurs raisons très simples. D'abord, tout ce que tu penses encore et encore finit par s'enregistrer dans une partie très puissante de toi, ce qu'on appelle l'esprit subconscient. Imagine une immense bibliothèque ou un super ordinateur silencieux, toujours en train d'absorber tout ce que tu ressens, vois, entends, sens, chaque détail de ta vie, même ceux que tu crois avoir oubliés. C'est cette partie de toi qui retient absolument tout. Mais attention, elle ne juge rien, elle ne choisit pas entre ce qui est bon ou mauvais. Elle prend simplement ce que tu lui donnes, sans réfléchir. Elle veut juste te satisfaire, comme un assistant fidèle qui exécute à la lettre ce que tu demandes, même si tu ne te rends pas compte que tu es en train de commander. Par exemple, si tu penses souvent à quel point tu détestes quelque chose, comme les vaches marrons, même si ça paraît absurde, ton subconscient enregistre ce message. Et alors, quand tu tentes de te détendre, il te dit « Oh, super, on va penser encore à ces vaches marrons, ça a l'air de lui faire plaisir. » Tu dis peut-être consciemment que tu ne veux pas y penser, mais ton subconscient se base uniquement sur la répétition et l'émotion. Il comprend que c'est ce que tu veux, parce que c'est ce que tu nourris. C'est comme s'il te disait « Tu aimes ça, non? Tiens, en voilà encore. » Deuxième chose importante, le subconscient obéit à toutes les instructions, même celles que tu donnes sans le vouloir. Quand tu dis « Il est impossible que j'aille à l'école cette année », ton subconscient ne discute pas. Il prend cette phrase comme un ordre officiel. Il ne va même pas essayer de te montrer une solution pour y aller, car tu as clairement dit que ce n'était pas une option. Pareil si tu dis « Je n'ai pas reçu de message aujourd'hui, Alex me déteste ». Ton subconscient pense que la meilleure chose à faire pour toi, c'est d'agir comme si Alex te détestait. Il va alors te pousser à agir de manière collante ou désespérée, ce qui risque vraiment d'éloigner Alex. Et voilà, la prophétie devient réalité, simplement parce que tu as donné un ordre déguisé sous forme de pensée. Troisièmement, ton subconscient gère tout ce qui est automatique dans ta vie. Tu marches, mais ce n'est pas toi consciemment qui bouge chaque muscle. Tu respires, tu regardes autour de toi, tu réagis à des choses sans même y penser. C'est ton subconscient qui s'en occupe. Il peut même te faire ignorer tes propres clés posées juste devant toi, si tu lui as trop souvent répété « Je perds toujours mes clés ». Il va te faire tourner en rond, même si tes yeux les voient. Tu vas les trouver plus tard au même endroit, en te demandant comment tu as pu les manquer. C'est pour ça qu'un régime mental est essentiel, parce que les pensées deviennent des émotions, et les émotions deviennent des états, et ce sont ces états qui façonnent ta réalité. Si tu acceptes la pensée « Je suis une personne joyeuse », ton subconscient va tout faire pour te maintenir dans cet état. Tu vas remarquer plus de choses agréables, tu vas te sentir mieux, tu vas dire « J'ai de la chance », et ton subconscient répondra « Le chef est content, continuons comme ça ». Mais si tu laisses entrer une pensée comme « La vie est nulle » et que tu l'acceptes, ton état devient sombre. Et dans cet état, tu attires d'autres pensées, d'autres expériences qui vont dans le même sens. Tu ne peux pas penser tristesse et ressentir de la joie. Et plus tu restes dans un état, plus il devient solide. Parce que ton subconscient pense que c'est ce que tu veux, que c'est ta zone de confort. Il ne cherche pas à te rendre heureux ou malheureux. Il veut juste te donner plus de ce que tu nourris par ta répétition et ton attention. Et il ne s'arrête jamais. Il va recycler d'anciens schémas de pensée. Tu veux repenser à cette dispute? Non? Au chaton mignon? Aux vaches marrons? À ton poids? À la lessive? Il te propose ce qu'il a en stock.
Et ce que tu acceptes, ce à quoi tu donnes ton attention, il le renforce. C'est comme s'il te disait « Le chef a regardé ça longtemps, ça doit être important. On remet ça. » Alors si tu veux changer tes croyances, il faut commencer par arrêter de leur donner de l'attention. Si ton esprit te dit « La vie est dure », tu peux répondre intérieurement « Ce n'est plus vrai pour moi. » Passons à autre chose. Prépare-toi des phrases simples, claires, que tu aimes et que tu veux voir devenir réalité. Comme santé, amour, abondance, réussite. Même si au début tu n'y crois pas encore totalement, ton subconscient commence à les enregistrer. Tu préférerais nourrir ces idées-là, non? Plutôt que de continuer à ruminer des pensées qui te fatiguent ou te font douter. Le but du régime mental, ce n'est pas d'être parfait, c'est de pratiquer. Un peu comme apprendre un instrument ou faire du sport. Tu n'es pas censé tout réussir tout de suite. C'est une compétence. Et comme toute compétence, elle demande du temps. Beaucoup de gens abandonnent vite parce qu'ils ne voient pas de résultats immédiats. Mais imagine que tu construises une route dans ta tête. Tu ne poses pas le bitume en un seul jour. Tu creuses, tu prépares, tu poses les fondations. Et puis un jour, la route est là. C'est la même chose avec ton esprit. Tu veux que ta vie change? Il faut commencer quelque part, même si c'est un petit pas. Si tu arrêtes ton régime mental parce que ça ne marche pas tout de suite, c'est comme abandonner un jardin parce que les fleurs ne sont pas sorties le lendemain de la plantation. Ce n'est pas logique. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être constant. Et plus tu continues, plus les résultats arrivent. Pourquoi est-ce que c'est si difficile d'arrêter d'être négatif, de se sentir misérable, irrité, malheureux toute la journée? Parce que tout semble dur au début. Regarde un bébé qui apprend à marcher. Il tombe sans cesse, il titube, il perd l'équilibre. Mais toi, tu étais ce bébé. Et aujourd'hui, tu marches chaque jour sans même y penser. Excuse-moi si tu ne peux pas marcher. Pense à une autre capacité que tu as apprise et que tu maîtrises aujourd'hui sans effort. Car les compétences deviennent des habitudes, et les habitudes deviennent faciles. Elles deviennent automatiques. C'est pareil avec ton esprit. Si tu t'y consacres vraiment, un jour tu seras naturellement et automatiquement rempli de foi et de pensées positives. Et je ne parle pas d'années, même pas de mois. Ça arrive vite quand on est vraiment dévoué. Et alors ta vie change à une vitesse incroyable. Mais souviens-toi, reste vigilant, parce qu'il est facile de retomber plus tard dans les vieilles habitudes de pensée. Et ça, oui, ça peut annuler ton progrès. Protège ton avancée. Ne laisse pas la séduction de la négativité te reprendre plus tard. Reviens toujours à ton régime mental. Imaginons une seconde que tes pensées soient la cause des causes. Que tout ce que tu penses devient réel. Chaque pensée est un acte d'imagination. Oui, toutes. Absolument toutes. Ce que tu penses crée, d'une façon ou d'une autre, tant que tu n'as pas décidé consciemment que ce n'est pas le cas. Si tu crois que tes pensées négatives ont du pouvoir, alors tu leur donnes ce pouvoir. Tu leur insuffles de l'énergie. Prends un moment pour bien réfléchir à ça. Et je te le dis sans jugement. Moi aussi j'ai mis du temps à comprendre ça. Je suis plutôt du genre à aimer les faits, alors lis ceci comme un constat neutre. Tu ne fais rien de mal, tu manques simplement d'informations. Comme moi, comme tout le monde. Aucun jugement ici. Donc, jusqu'à ce que tu choisisses consciemment ce que tu veux manifester ou non, tout ce que tu penses ou ressens se manifeste. Le côté sombre, c'est que si tu entretiens trop de négativité, ça peut annuler tout effort de changement. Imagine que tu affirmes pendant 5 minutes que tu es confiant, mais que tout le reste de la journée, tu stresses, tu t'énerves, tu te poses des questions absurdes comme « Pourquoi suis-je aussi nul? Pourquoi j'échoue toujours? Pourquoi rien ne marche pour moi ?» Et ensuite tu t'étonnes que ta vie ne change pas. C'est comme verser de la boue dans un verre d'eau pure et s'étonner du goût boueux. Il faut nettoyer autant que possible. Et maintenant, parlons de ce que Neville Goddard appelait les 12 disciples. Il s'agit de 12 facettes de l'esprit humain que nous devons apprendre à discipliner. 1. Simon, ou Simon-Pierre, représente la faculté d'écouter. Apprendre à filtrer ce qu'on entend. Est-ce noble, pur, bienveillant? Si tu ne peux pas contrôler ce que tu entends, tu peux au moins répondre intérieurement « Cela ne me concerne pas » ou « Je bénis cela ». Et ainsi, tu protèges ton esprit. 2. André, c'est le courage. Il faut du courage pour croire.
pour continuer quand tout semble aller mal, pour rester aimant, même quand on est blessé. Il faut du courage pour continuer à croire qu'on est aimé, même quand quelqu'un nous quitte. 3. Jacques le Juste. Il symbolise la vraie justice, celle qui ne juge pas l'autre par les apparences, mais reconnaît que tout vient de notre propre vision. Si tu crois que les gens sont idiots, tu verras autour de toi des comportements idiots. C'est pourquoi la révision est essentielle. Revois les autres comme des êtres aimants. 4. Jean, l'aimé. Il ajoute l'amour à la justice. Il nous rappelle de nous voir avec amour, de voir les autres comme des réponses à nos propres suppositions. Si tu penses que ta mère est toxique, elle agira comme telle. Mais si tu choisis de la voir comme un être divin et aimant, tu changes cette relation. 5. Philippe. C'est le chercheur du divin, celui qui veut se relier au Père, à cette puissance supérieure en soi. Quand tu affirmes « je suis », quand tu te connectes à ton pouvoir intérieur, c'est Philippe qui agit. 6. Barthélemy. Il représente l'imagination disciplinée, celle que tu contrôles, et non celle qui te fait craindre des accidents ou des conflits. Maîtriser ton imagination, c'est activer Barthélemy. 7. Thomas. Le doute, l'aspect qui nie. Tu peux nier les informations négatives, les refuser. Dire « cela ne m'appartient pas ». Utilise Thomas pour nier ce qui ne sert pas ton bien-être. 8. Matthieu. C'est le don de Dieu, le désir. Tout désir que tu ressens est un cadeau. Il contient déjà en lui l'énergie pour se manifester, comme une graine contient tout pour devenir un arbre. Si tu désires une maison, c'est qu'elle est déjà pour toi. Si ce n'était pas le cas, tu n'aurais pas ce désir. 9. Thaddée. Le principe de la gratitude. Tu as reçu ce que tu as ressenti, même si ce n'était pas ce que tu voulais. Remercie la vie de te montrer ton propre pouvoir. Et maintenant, ressens la gratitude pour ce que tu veux vraiment, comme si tu l'avais déjà. Cette gratitude attire ce que tu cherches. 10. Jacques, un autre. Il symbolise le discernement. C'est la partie de ton esprit qui te montre ce que tu crois. Si tu crois que tu es malchanceux, tu remarqueras toujours ce qui va mal. Change ta croyance et tu verras autre chose. Il faut réentraîner cette faculté. Lire sur les rémissions miraculeuses si tu es malade. Chercher des exemples de réussite si tu veux réussir. 11. Simon le Zélote. C'est celui qui décide de ne reconnaître que le bien. Il refuse d'accepter autre chose que la bonne nouvelle. Il reconnaît que tu es le créateur, même quand tu crées par erreur. Et il te permet de dire « c'était moi, je peux changer ». Il est crucial de comprendre comment tout cela fonctionne. Presque tout ce qui se passe dans ton esprit est soit de l'imagination, soit déclenche de l'imagination. Je vais te donner un exemple pour que ce soit plus clair. Chaque pensée que tu as contient un concept, une image, une sensation. Et ce concept, il porte un état. Prenons une pensée simple. Je dois faire la lessive ce soir. Tu vois, ce n'est pas juste une phrase. Elle t'évoque un ressenti, peut-être de la paresse, du stress ou du soulagement. Ce ressenti, c'est un état. Et dans ta tête, tu sais ce que veut dire faire la lessive. Prendre les vêtements, les mettre dans la machine, les sécher, les plier, les ranger. Tu visualises ça, même sans y penser. Ça, c'est ton imagination. Un autre exemple? Pourquoi ma mère fait toujours ça? Cette simple question te propulse dans une conversation mentale. Tu cherches des raisons, tu imagines des scènes, des réactions. Tu entres dans des états émotionnels. Tu as un concept mental de ta mère, son visage, sa voix, sa façon d'agir. Tu ressens quelque chose. Et c'est de l'imagination aussi. Tout ce que tu penses fait apparaître un concept dans ton esprit. Disons que je te dis « pomme ». Tout de suite, tu vois une pomme. Rouge, verte, peu importe, mais tu sais à quoi elle ressemble. Sa forme, son goût, son odeur. C'est de l'imagination. Même si tu penses ne pas pouvoir visualiser les choses, si tu peux te souvenir, alors tu peux imaginer. Parce que se souvenir, c'est utiliser l'imagination. C'est pour ça qu'on dit souvent « protège ton esprit ». Fais attention à ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu laisses entrer. Chaque mot, chaque image, chaque son que tu absorbes déclenche une chaîne d'imagination. Si tu regardes des films d'horreur, tu nourris des états de peur. Si tu regardes des émissions sur le crime,
Tu nourris la violence. Ce n'est pas un jugement, c'est une constatation. L'esprit humain est un terreau fertile. Il fait pousser ce qu'on y plante. Alors, utilise ça à ton avantage. Prends l'habitude de répéter des mots positifs. Santé, richesse, amour, succès. Quand tu dis ces mots, tu entres brièvement dans ces états. Tu les ressens, même si ce n'est qu'un instant, et c'est ce ressenti qui est créatif. Mais attention, si tu dis « Je suis la personne la plus riche du monde », ton esprit peut se rebeller. Il peut réagir en disant « Mais non, regarde ton compte en banque ». Cette réaction interne, ce dialogue, ce doute, te remet dans un état que tu ne veux pas. Comment savoir si ça te fait du bien? Pose-toi la question. Est-ce que je me sens mieux ou pire après avoir dit ça? Si tu te sens en conflit, ce n'est pas le bon moment. Si tu sens un soulagement, une paix, alors tu es sur la bonne voie. Personne ne peut te dire ce qui te fait du bien. Écoute ton ressenti. C'est ta boussole. Tu es le seul à vivre dans ton esprit. Neville Goddard disait « Une imagination éveillée travaille avec un but. Elle crée et conserve ce qui est désirable et transforme ou détruit ce qui ne l'est pas. » Et encore, le grand secret, c'est une imagination contrôlée et une attention soutenue, dirigée encore et encore vers l'objectif à réaliser. Tes réactions créent tes circonstances futures. Si tu t'imagines recevoir des félicitations pour un nouveau travail, si tu ressens vraiment ça, un jour tu vivras cette scène. Parce que tu l'as déjà vécu en imagination. Et la vérité, comme il disait, dépend de l'intensité de l'imagination, pas des faits. Voilà pourquoi développer ton imagination est la chose la plus importante. C'est ce qui transforme tes pensées et tes émotions en événements concrets. Tu veux savoir pourquoi tu échoues parfois? Parce que ton imagination suit des schémas habituels. Ce sont ces habitudes qu'il faut briser. Si tu passes ta journée à te plaindre dans ta tête, tu es en train de créer, tu es en train de manifester, tu es créatif, mais tu ne le fais pas consciemment. Quand tu es dans une dispute mentale, que tu rejoues une scène encore et encore, c'est intense. Et l'intensité rend la création plus rapide. Le stress, l'anxiété, la peur, tout ça crée encore plus de stress, d'anxiété et de peur. Il faut sortir de ce cercle. Respire. Inspire doucement. Garde l'air quelques secondes. Expire lentement. Refais ça jusqu'à ce que ton corps se calme. Tu peux le faire 10, 50, 100 fois par jour. Ce n'est jamais trop. L'objectif est de sortir du mode panique. Peu importe la méthode que tu utilises, tant qu'elle t'aide à calmer ton système nerveux. Ton imagination est prisonnière de tes habitudes mentales. C'est pour ça que ça ne change pas. Tu marches par habitude. Tu conduis par habitude. Tu vis par habitude. Le problème n'est pas l'habitude en soi. Une habitude bien dressée, c'est un allié fidèle. Mais une mauvaise habitude de penser peut détruire ta paix, ta santé, ta vie. C'est pour ça qu'on insiste tant sur la diète mentale. Ce n'est pas une idée à la mode, c'est une discipline, une protection, une révolution intérieure. Tu veux manifester quelque chose de nouveau? Commence par changer ce que tu répètes dans ton esprit. Verser de la boue dans un verre et s'attendre à y boire de l'eau pure, c'est comme nourrir des pensées négatives tout en espérant des résultats positifs. La boue, c'est la jalousie, la colère, la peur, les souvenirs douloureux. Ces pensées ne restent jamais confinées. Elles contaminent tout. Tu ne peux pas garder un esprit limpide si tu y laisses entrer ces émotions. Maîtriser ton esprit, c'est le prix à payer pour manifester ce que tu veux. Tu veux attirer l'amour, mais tu passes ton temps à t'inquiéter de l'argent? Tu crois que l'argent vient du travail et que tu n'as pas d'emploi? C'est de la pollution. Tu enfreins le premier commandement, ne pas avoir d'autre Dieu devant toi. En d'autres termes, tu considères autre chose que la source comme origine. Or, chaque pensée que tu as est un acte d'imagination. Quand tu intègres profondément cela, tu comprends pourquoi il faut protéger ton esprit jalousement, comme on protège ce qu'on aime. Il ne s'agit pas d'être jaloux des autres, mais d'être vigilant avec toi-même. Cesse de laisser ton imagination partir dans tous les sens. Suivre une diète mentale, c'est exercer un contrôle sur ton imagination, parce que tout ce qui se passe dans ton esprit, c'est déjà de l'imagination.
Ne te blâme pas. C'est une pratique. Tu ne savais pas avant. Donc fais preuve de gentillesse envers ton ancien toi. Vois cette version de toi comme quelqu'un d'innocent, qui faisait simplement de son mieux. À partir d'aujourd'hui, arrête les pensées de reproche envers toi-même. Respire profondément et affirme « Je suis innocent. Maintenant que je sais, je fais mieux. Je me pardonne et je pardonne aux autres. Je choisis le pardon radical. Le pardon radical, c'est tout pardonner. Et si quelque chose continue à te déranger, revois cette situation en imagination. Dès maintenant, tu es né de nouveau comme le pouvoir opérant dans ta réalité. Tu reconnais la puissance immense de ton monde intérieur. Et avec cela vient la responsabilité, mais aussi la joie, de pratiquer ce pouvoir. Élimine impitoyablement de ton esprit tout ce qui n'est pas sacré. Comme il est dit dans Philippiens chapitre 4 versets 8 et 9, « Tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, aimable, admirable, excellent ou digne de louange, pensez à ces choses. Parce que ce que tu penses, ce que tu imagines, tu l'amènes au monde, dans son essence ou entièrement. » Exercice pour pratiquer l'imagination et apprendre le sentiment d'accomplissement. La plupart des gens ne se rendent même pas compte du pouvoir de l'imagination. Ils suivent ce que le monde extérieur leur dit. Mais il y a un problème dont on parle peu. Je comprends que l'imagination est puissante, mais je n'arrive pas à l'utiliser, donc je suis foutu. C'est là que commence ton vrai travail. Tu dois pratiquer, chaque jour, à contrôler et diriger ton imagination. Et plus tu pratiques, plus tu deviens bon. Et plus tu deviens bon, plus les résultats arrivent vite. Voici 3 exercices classés par difficulté. Si tu trouves ton imagination faible, passe plus de temps sur les premiers niveaux. Tu ne vas pas à la salle de sport pour soulever directement 500 kilos après avoir passé 5 ans assis sur un canapé. Tu dois construire une base. Tu dois te renforcer. Certaines personnes disent « Ignore les premiers enseignements de Neville, passe directement à ceux après qu'il ait découvert la perle. » Mais ce sont souvent ces personnes qui échouent à manifester. Et ensuite, elles disent que la loi ne fonctionne pas. Tu ne peux pas comparer ton esprit non entraîné avec celui de Neville après 20 ans de pratique. Fais le travail. Exercice 1. Va acheter 2 pommes, ou des oranges, ou tout fruit que tu peux manger cru. Ce qui compte, c'est que ce soit simple à préparer. Assieds-toi à une table. Commence à éplucher la pomme. Sens l'odeur. Concentre-toi sur elle. Ferme les yeux. Écoute le son de l'épluchage. Croque la pomme. Sens le goût. Ressens la texture. Engage tous tes sens. Ensuite, mets le reste au réfrigérateur. Plus tard, assieds-toi ailleurs. Souviens-toi de tout ce que tu as fait. Revois chaque instant dans ta tête. C'est une mémoire, mais c'est aussi un acte d'imagination. Demain, mange l'autre pomme au même endroit. Avant de la manger, repense à celle d'hier. Ce sentiment de certitude, de savoir que la pomme est là, c'est ça la supposition. Si quelqu'un disait qu'elle n'est pas là, tu la chercherais, car tu sais qu'elle existe. C'est ce sentiment que tu dois apprendre à cultiver. Pratique ce sentiment avec une pomme par jour. Cela renforce ton imagination sensorielle. Tu pourras ensuite créer avec plus de détails, plus de vivacité. Et plus tu engages de sens, plus tu manifestes rapidement. Tu peux aussi varier les fruits. L'important est de t'entraîner. Exercice 2 de Neville. Assieds-toi dans une pièce A et imagine-toi dans une pièce B. Par exemple, tu es dans ta chambre. Imagine-toi sur le canapé. Visualise-toi là-bas avec le plus de détails possible. Ensuite, imagine-toi debout dans la cuisine. Cela t'apprend à te déplacer en imagination, même si ton corps est immobile. Cela demande de la pratique. Alors fais-le souvent. Certains disent que cela leur prend 2 secondes. Peut-être que c'est vrai pour eux. Mais toi, tu dois suivre ton rythme. Ne te compare pas. Si tu as besoin de t'entraîner, alors entraîne-toi. Persiste. Exercice 3 de Neville. Chaque soir, repasse ta journée à l'envers, du soir vers le matin. Revois chaque moment comme s'il s'était passé de la meilleure manière. Par exemple, au lieu d'un regard froid de ton partenaire, imagine un sourire, un câlin. Fais cela avant de t'endormir. Honnêtement, je trouve cela difficile.
Je ne me souviens pas bien de ma journée tant que je ne suis pas assis pour la revoir. Cet exercice est avancé. Moi aussi, je travaille encore sur le premier. Parce que je dois. Verser de la boue dans un verre et s'attendre à y boire de l'eau pure, c'est comme nourrir des pensées négatives tout en espérant des résultats positifs. La boue, c'est la jalousie, la colère, la peur, les souvenirs douloureux. Ces pensées ne restent jamais confinées. Elles contaminent tout. Tu ne peux pas garder un esprit limpide si tu y laisses entrer ces émotions. Maîtriser ton esprit, c'est le prix à payer pour manifester ce que tu veux. Tu veux attirer l'amour, mais tu passes ton temps à t'inquiéter de l'argent? Tu crois que l'argent vient du travail et que tu n'as pas d'emploi? C'est de la pollution. Tu enfreins le premier commandement, ne pas avoir d'autres dieux devant toi. En d'autres termes, tu considères autre chose que la source comme origine. Or, chaque pensée que tu as est un acte d'imagination. Quand tu intègres profondément cela, tu comprends pourquoi il faut protéger ton esprit jalousement, comme on protège ce qu'on aime. Il ne s'agit pas d'être jaloux des autres, mais d'être vigilant avec toi-même. Cesse de laisser ton imagination partir dans tous les sens. Suivre une diète mentale, c'est exercer un contrôle sur ton imagination, parce que tout ce qui se passe dans ton esprit, c'est déjà de l'imagination. Ne te blâme pas, c'est une pratique. Tu ne savais pas avant. Donc fais preuve de gentillesse envers ton ancien toi. Vois cette version de toi comme quelqu'un d'innocent, qui faisait simplement de son mieux. À partir d'aujourd'hui, arrête les pensées de reproche envers toi-même. Respire profondément et affirme « Je suis innocent. Maintenant que je sais, je fais mieux. Je me pardonne et je pardonne aux autres. Je choisis le pardon radical. Le pardon radical, c'est tout pardonner. Et si quelque chose continue à te déranger, revois cette situation en imagination. Dès maintenant, tu es né de nouveau comme le pouvoir opérant dans ta réalité. Tu reconnais la puissance immense de ton monde intérieur. Et avec cela vient la responsabilité, mais aussi la joie, de pratiquer ce pouvoir. Élimine impitoyablement de ton esprit tout ce qui n'est pas sacré. Comme il est dit dans Philippiens chapitre 4, versets 8 et 9, « Tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, aimable, admirable, excellent ou digne de louange, pensez à ces choses. Parce que ce que tu penses, ce que tu imagines, tu l'amènes au monde, dans son essence ou entièrement. Quand tu lis un mot, une image surgit dans ton esprit. Disons, orange, tu la vois. Maintenant, pomme rouge. Ton esprit change l'image. Pomme verte. Encore un changement. Riche, opulence, sensualité, neige. Ton esprit reconnaît chaque mot. Même si tu crois avoir une imagination faible ou souffrir d'aphantasie, tu comprends chaque mot. C'est ça, la micro-imagination. Chaque mot déclenche un concept complet dans ton esprit. Même si consciemment tu vois juste une couleur, ton subconscient saisit le goût, l'odeur, la texture. Quand tu penses à pauvreté, peur, solitude, tout ça aussi déclenche des images précises dans ton esprit. Et c'est pourquoi il est si crucial de filtrer ce que tu laisses entrer. Joseph Murphy disait de répéter « santé, richesse, amour, succès ». Pourquoi? Parce qu'à chaque répétition, tu charges ton subconscient avec des images positives. Mais si tu passes la journée à ruminer la douleur, la peur, les regrets, c'est ce que ton subconscient absorbe. Chaque inquiétude, chaque doute, c'est une visualisation. Tu es en train d'imaginer ce que tu ne veux pas. Et ton subconscient ne juge pas. Il accepte ce que tu lui donnes. Décide de protéger ton esprit. Éteins les infos. Prends des pauses pour respirer et imaginer ce que tu veux vraiment. Dis « merci »,« bénédiction ». Répète les mots qui élèvent. Dirige tes pensées, c'est ta responsabilité. Neville disait « Ne perds pas un instant à regretter, car penser avec émotion à tes erreurs du passé, c'est te réinfecter. » Il disait aussi « En croyant aux choses extérieures, tu leur donnes ton pouvoir. Souviens-toi, tu es ce pouvoir. » Le symbolisme est puissant. La Bible est remplie de symboles, car le subconscient parle cette langue. Et on l'utilise sans s'en rendre compte. Plus bête qu'une boîte de cailloux, se perdrait dans un sac en papier. Dans la Bible, la femme symbolise souvent le subconscient, et l'homme, la conscience. L'homme dirige, la femme suit. Ce n'est pas une question de genre, mais de processus mental.
Le conscient décide, le subconscient manifeste. Les enfants? Les résultats visibles, les pensées récurrentes. Tu peux utiliser le symbolisme pour tes désirs. Moi, je disais, ma vessie est en fonte. C'était une exagération, mais ça fonctionnait. J'y croyais. Mon subconscient l'acceptait. J'ai même visualisé une barrière de protection autour de ma voiture, inspirée d'un jeu vidéo. Depuis, plus aucun souci sur la route. Je l'ai imaginé une fois, puis c'était réglé. Quand tu veux créer quelque chose, choisis un symbole positif ou neutre. Par exemple, une montagne de pièces d'or pour symboliser la richesse, un cheval fort pour la santé, un taureau pour la force. Évite les symboles qui te dégoûtent ou te dérangent. Crée tes propres symboles. Utilise ceux qui te parlent. Ne te contente pas de répéter des phrases toutes faites. L'essentiel, c'est de ressentir que c'est déjà accompli. Toutes les techniques servent à ça. Alors essaye une technique plusieurs jours. Joue avec. Si une image te fait rire ou te donne de la joie, elle est puissante. Neville a raconté qu'une femme voulait un mari, mais n'en avait pas. Il lui a dit d'imaginer une alliance à son doigt. Pas une vraie, juste dans son esprit. Quand elle la regarde, elle se sent aimée, fière, heureuse. C'est ça, un symbole puissant. Trouve le tien. En bonne santé comme un cheval, fort comme un taureau, svelte comme un roseau, haut comme une tour, des yeux de faucon. Mon corps ronronne comme un moteur, plus riche que Crésus. J'ai le toucher de Midas, des montagnes d'argent, des avalanches de richesse. Même Bill Gates ne me suit plus. Mon visage a lancé 1000 navires. Casanova me jalouse. Je suis ivre d'amour. Je pourrais faire fondre l'Antarctique, plus chaud que le cœur du soleil. Mari parfait, épouse divine. Le symbolisme t'aide quand tu te sens bloqué. Si tout échoue, tu peux utiliser le symbolisme. C'est une excellente manière de contourner les résistances internes liées à tes croyances, surtout si tu choisis un symbole que tu trouves amusant ou plaisant. Beaucoup de personnes sûres d'elles s'expriment en métaphore. Profite de cette astuce. Dis ta métaphore dans ta tête avec conviction. Par exemple, je suis fort comme un bœuf. Dis-le avec un ton intérieur ferme, comme si c'était un fait déjà établi. Commençons par comprendre ce que sont les croyances. Le dictionnaire dit l'acceptation qu'une affirmation est vraie ou que quelque chose existe. Mais allons plus loin. Pour nous, qui savons que tout est imagination, pensée, conscience, une croyance, c'est un simple accord avec une idée. Si tu crois courir lentement, tu vas courir lentement, même si tu pourrais courir plus vite. Parce que tu as accepté cette idée comme étant toi. Tu ne sauras jamais si tu peux courir plus vite si tu refuses même cette possibilité à un niveau inconscient. Développement personnel, on entend souvent « Mais comment changer mes croyances alors que tout dans ma vie semble les confirmer ?» Les gens parlent d'affirmation, de travail intérieur, d'ombre, de détachement, mais ça reste souvent vague. Le plus important à comprendre, c'est que les croyances sont des pensées que tu répètes et soutiens avec ce que tu considères comme des preuves. Le problème est que, dans notre société, remettre en question ces preuves est vu comme stupide, voire dangereux. On te dira que tu es fou si tu oses dire « Je vois bien les faits, mais je ne les crois plus ». Une histoire. Il y a des années, un médicament appelé Vioxx était prescrit pour la douleur. En même temps, on recommandait à certaines personnes de consommer du pamplemousse pour d'autres raisons. Les deux séparément semblaient sûrs. Ensemble, ils ont peut-être causé des milliers de décès. Voilà l'exemple parfait de preuve trompeuse. De nombreuses études trouvent ce que les chercheurs veulent prouver. Un autre laboratoire, avec un objectif opposé, trouvera autre chose. Même sans les enseignements de Neville, il y a beaucoup de preuves que nous ne voyons pas la réalité de façon objective. Les croyances sont injectées par le subconscient et renforcées par l'accord qu'on y met. Si tu veux les changer, arrête d'être d'accord avec ce que tu ne veux plus. Je suis petit, je suis vieux. Ce sont des phrases automatiques venues du passé. Elles viennent de la famille, de la société, de l'école, des médias. Elles sont juste là, répétées par ton subconscient. Et toi, tu peux choisir d'être d'accord ou non. Plus tu acceptes, plus elles s'installent. Trouve des façons créatives de dire non. Oui, mon passeport dit que j'ai 90 ans.
Mais aujourd'hui, avec la technologie, 90 est le nouveau 20. Et rigole. L'humour est une émotion puissante. Tu viens d'éprouver un sentiment fort et positif sur ton âge. Reste là-dedans. Ris, souris, savoure. Je suis petit, sauf à côté de mon chat. Là, je suis un géant. Et ce chat est un monstre comparé au hamster. Donc, je suis vraiment gigantesque. Tu es un géant pour un hamster. C'est vrai. Et pour une souris, le chat est une bête énorme. Donc, tu es un géant. Ressens ça. Répète. Je suis un géant. Et vis cette certitude. C'est l'état qui manifeste. Ton subconscient dira peut-être, mais tu te compares à lui là-bas. Eh bien, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis un géant. Je me suis vu dans le miroir, je suis moche. Tu as déjà vu un chien Sharpie? Tu n'es pas moche. Tu penses l'être. Tu es unique. Utilise le contraste. À côté d'un condor, je suis ravissant. Ton nom n'est pas Crapaud Titicaca, non? À côté d'une taupe étoilée, je suis magnifique. Et donc? Je suis beau. Je suis sexy à côté d'un rat taupe nu. Ce qui compte ici, c'est ce que tu retiens. Tu es beau. Ton nez est parfait comparé à celui d'un nazik. Et c'est vrai. L'objectif ici n'est pas de minimiser tes émotions profondes ou tes blessures. Ce n'est pas un jeu de « je souffre moins que lui ». C'est une manière ludique de transformer ton ressenti. Même un instant de joie face à ton reflet compte. Utilise le contraste non pour te dénigrer, mais pour rire et changer ton état. Si tu peux rire même brièvement, tu as changé de point de référence. Le vrai secret pour changer une croyance, c'est de choisir d'y croire. Beaucoup disent « ça ne marche pas ». Mais souvent, ils n'y croient même pas. Certains connectent en racontant une nouvelle histoire, d'autres en visualisant, d'autres encore avec un savoir intérieur. Ignore ceux qui disent que telle méthode est nulle. S'ils disent « les affirmations ne marchent pas », ils parlent pour eux. Ne garde que ce qui marche pour toi. Tu le sauras tout de suite. Si ça ne t'élève pas, ce n'est pas pour toi. Mais tu dois permettre que ça fonctionne. Beaucoup disent « j'ai tout essayé ». Mais en réalité, ils ont résisté à tout. Je suis nul, je vais mal, c'est trop dur, j'abandonne. Soyons clairs, personne ne peut te sauver. Ton monde se joue dans ton esprit. C'est toi qui décides si tu changes tes pensées ou pas. Soit tu pratiques vraiment, soit tu continues à attendre d'être sauvé. Ce qui ne viendra pas. Parce que personne ne le peut. C'est dans ta tête. Personne ne peut la contrôler sans ton accord. Si tu choisis la colère, la rancune, les attaques, c'est ton choix. C'est le monde que tu crées. Résister à l'exercice, c'est résister à ta liberté. Il est temps de te poser et d'admettre que tout part de ton esprit. Personne ne peut forcer un changement en toi. C'est ton royaume intérieur. Et tu dois accepter que c'est à toi de changer ton esprit. C'est ton rôle. Personne d'autre ne peut le faire pour toi. Prépare-toi la veille et lève-toi tôt. Si tu te vois comme quelqu'un toujours en retard, tu vas continuer d'agir comme tel sans même t'en rendre compte. Tu oublieras de te préparer. Tu perdras le sommeil. Tu ignoreras la fuite d'eau dans la salle de bain et tu ne la répareras pas. Et tout recommencera. C'est devenu automatique pour toi. Tu penses que ce n'est pas vrai? Tu as déjà conduit vers un endroit inconnu, comme ton nouveau travail par exemple. La première fois, tu fais attention à tout, tu écoutes le GPS, tu restes concentré. 2 ans plus tard, tu brosses tes dents en conduisant. Tu fais des calculs dans ta tête. Tu cries sur les autres conducteurs. Tu maudis mentalement ta mère pour t'avoir fait sortir les poubelles. Tu manges un bagel. Mais ce que tu ne fais plus, c'est prêter attention à la route. Tu n'en as plus besoin. Tu connais le chemin. Et ta voiture semble se garer toute seule. Alors qui conduisait? Qui faisait attention aux autres voitures pendant que tu nettoyais du fromage à la crème sur ta chemise? C'est ton esprit conditionné, ton subconscient. Il est là pour t'aider. Mais seulement si tu lui donnes des instructions précises. Sinon, c'est le chaos. Ton subconscient passe la journée, la nuit, et même plus encore à t'inonder de pensées et de souvenirs issus de ton passé. Il te propose à chaque seconde une distraction. Tu veux insulter la femme qui t'a coupé la route? Non? Alors peut-être repenser à l'anniversaire que ta mère t'a interdit quand tu avais 10 ans? Ou alors penser à la politique et te faire peur? Tu adores ça. Ah, voilà, trouvé. Et pendant ce temps, tu es en train de t'engluer dans l'angoisse
te demandant pourquoi Dieu ne t'accorde pas ce voyage à Paris que tu désires tant. Sûrement la faute du président quelque chose. C'est plus simple que tu ne l'imagines. Tout commence par ta diète mentale. Presque tout repose sur tes pensées. Ton concept de toi-même est l'élément le plus important de ton univers. Tu es infiniment plus grand que ce que tu penses. C'est toi qui décides si tu crois ou pas, et ce choix façonne ce que tu es. Tu peux choisir d'être petit ou immense, limité ou illimité. Et sans même t'en rendre compte, tu trouveras des arguments pour justifier ton choix. Je suis moche à cause de ceci ou cela sur mon visage ou mon corps. Comme si c'était une vérité ultime. Mais écoute ceci. La santé, la richesse, la beauté et le génie ne sont pas créés. Ils sont simplement révélés par la manière dont tu organises ton esprit. C'est ton concept de toi-même qui les manifeste. Et ton concept, c'est ce que tu acceptes comme vrai. Quand tu arriveras à contrôler la direction de ton attention, tu ne seras plus à la surface de la vie, mais plongé dans ses profondeurs. Si tu juges par les apparences, tu resteras prisonnier de tes sens. Tout dépend de ton attitude envers toi-même. Ce que tu n'acceptes pas comme vrai à ton sujet ne peut pas se manifester dans ta vie. Répète-le. Ce que tu refuses d'affirmer à propos de toi ne peut pas exister dans ton expérience. En fin de compte, tu es ce que tu acceptes d'être. Ou, dit autrement, ce que tu supposes être. Supposer, c'est accepter. Tes conversations intérieures forment le monde dans lequel tu vis. Commence par toi-même. Dire « je serai » signifie que tu ne l'es pas encore. La volonté du Père est toujours « je suis », jusqu'à ce que tu reconnaisses que tu es le Père, car il n'y a qu'un seul « je suis » et c'est ton soi infini, tu resteras dans « je serai ». Tu ne deviendras ce que tu veux être que lorsque tu accepteras de lâcher ton ancienne identité. Les circonstances de ta vie reflètent ce que tu te racontes. Tu dois affirmer ce que tu es maintenant. Je suis le genre de personne dont les relations sont toujours harmonieuses et belles. Que tu sois en couple ou non. Je suis quelqu'un dont les factures sont toujours payées à temps et facilement. J'ai toujours un surplus pour profiter de la vie. Même si ce n'est pas encore ta réalité actuelle, je suis en parfaite santé et j'inspire les autres par mon énergie. Peu importe ton état de santé du moment. Changer ton concept de toi-même, c'est cesser d'être d'accord avec les mensonges auxquels tu croyais jusqu'ici. Ces croyances peuvent varier, positives ou négatives, mais il y en a une qui doit s'ancrer profondément. Je suis un enfant de Dieu et j'ai hérité de toutes les qualités de mon Père. Ces qualités sont l'amour, l'illimité, le pouvoir infini et la capacité de créer ma réalité. Je n'ai qu'à imaginer un état et m'y maintenir, et mes circonstances se réorganiseront. C'est mon droit divin en tant qu'enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin de connaître l'origine de tes croyances pour t'en libérer. Il existe des méthodes pour s'en détacher sans revivre le passé. Mais avant de continuer, sache que cette série touche à sa fin. Le prochain message parlera de révision. S'il reste des désirs profonds, je suis ouvert à les aborder, mais je crois que cette série répond à l'essentiel. Tu n'as pas besoin de savoir d'où viennent tes croyances pour les changer. Voici l'histoire d'Alex et le clou. Alex achète une belle voiture. Il la nettoie et part en balade. Le lendemain matin, il découvre un pneu crevé. Il appelle une dépanneuse qui l'amène au garage. Le mécanicien trouve un clou dans le pneu, le retire et informe Alex qu'un petit patch suffira. Mais Alex panique. D'où vient ce clou? Est-ce ma mère? Mon père? Il veut à tout prix savoir l'origine. Le mécanicien insiste. On n'a pas besoin de savoir ça pour réparer. Ton traumatisme est comme ce pneu crevé. Tu n'as pas besoin de connaître la cause pour le réparer. Beaucoup de gens se perdent à chercher le pourquoi, le comment. Mais si tu veux juste guérir et avancer, il est temps de lâcher ces questions. Elles ne sont pas nécessaires pour reprogrammer ton esprit. Et c'est un processus lent et souvent douloureux. Personnellement, je préfère éviter la douleur. Si je peux avancer sans revisiter mes vieux traumas, je prends l'option douce, avec chantilly si possible. Avant de commencer tout travail intérieur, il est crucial d'apaiser ton système nerveux. Le traumatisme provoque des changements dans ton corps et ton esprit. Et il faut comprendre une chose, un traumatisme n'a rien à voir avec la gravité de l'événement. 2 personnes peuvent se cogner l'orteil le même jour. Une continue sa journée sans problème. L'autre finit par souffrir,
aller chez le médecin et se faire amputer. Même événement, résultat différent. Le vrai problème était invisible. On ne diagnostique pas un os cassé juste en demandant « Que s'est-il passé ?» On regarde à l'intérieur, avec une radio. Le traumatisme est pareil. On ne le juge pas à la gravité de l'événement, mais à l'impact. Alors, s'il te plaît, cesse de croire que ton traumatisme n'est pas valable parce que ce n'était pas si grave. Maintenant que tu sais que tu portes un traumatisme, même sans connaître sa source, que faire? La réponse la plus simple, la plus neville, la révision. Imagine une enfance idéale. Recrée-la mentalement. Répète ces scènes encore et encore jusqu'à ce qu'elles paraissent réelles. À ce moment-là, ton subconscient accepte. Et ton corps, ton esprit, ta réalité changent. C'est une forme de guérison véritable. Tu effaces l'ancien et ton corps réagit. Autre chose, si tu souffres d'anxiété ou de colère, commence par calmer ton système nerveux. Sinon, ton cerveau se déconnecte et tu passes en mode combat, fuite, sidération ou soumission. Ce sont des réponses du système nerveux sympathique. Pour en sortir, il faut respirer doucement. Inspire normalement. Retiens un instant. Prépare-toi la veille et lève-toi tôt. Si tu te vois comme quelqu'un toujours en retard, tu vas continuer d'agir comme tel sans même t'en rendre compte. Tu oublieras de te préparer. Tu perdras le sommeil. Tu ignoreras la fuite d'eau dans la salle de bain et tu ne la répareras pas. Et tout recommencera. C'est devenu automatique pour toi. Tu penses que ce n'est pas vrai? Tu as déjà conduit vers un endroit inconnu, comme ton nouveau travail par exemple. La première fois, tu fais attention à tout, tu écoutes le GPS, tu restes concentré. 2 ans plus tard, tu brosses tes dents en conduisant. Tu fais des calculs dans ta tête. Tu cries sur les autres conducteurs. Tu maudis mentalement ta mère pour t'avoir fait sortir les poubelles. Tu manges un bagel. Mais ce que tu ne fais plus, c'est prêter attention à la route. Tu n'en as plus besoin. Tu connais le chemin. Et ta voiture semble se garer toute seule. Alors qui conduisait? Qui faisait attention aux autres voitures pendant que tu nettoyais du fromage à la crème sur ta chemise? C'est ton esprit conditionné, ton subconscient. Il est là pour t'aider. Mais seulement si tu lui donnes des instructions précises. Sinon, c'est le chaos. Ton subconscient passe la journée, la nuit, et même plus encore à t'inonder de pensées et de souvenirs issus de ton passé. Il te propose à chaque seconde une distraction. Tu veux insulter la femme qui t'a coupé la route? Non? Alors peut-être repenser à l'anniversaire que ta mère t'a interdit quand tu avais 10 ans? Ou alors penser à la politique et te faire peur? Tu adores ça. Ah, voilà, trouvé. Et pendant ce temps, tu es en train de t'engluer dans l'angoisse, te demandant pourquoi Dieu ne t'accorde pas ce voyage à Paris que tu désires tant. Sûrement la faute du président quelque chose. C'est plus simple que tu ne l'imagines. Tout commence par ta diète mentale. Presque tout repose sur tes pensées. Ton concept de toi-même est l'élément le plus important de ton univers. Tu es infiniment plus grand que ce que tu penses. C'est toi qui décides si tu crois ou pas, et ce choix façonne ce que tu es. Tu peux choisir d'être petit ou immense, limité ou illimité. Et sans même t'en rendre compte, tu trouveras des arguments pour justifier ton choix. Je suis moche à cause de ceci ou cela sur mon visage ou mon corps. Comme si c'était une vérité ultime. Mais écoute ceci. La santé, la richesse, la beauté et le génie ne sont pas créés. Ils sont simplement révélés par la manière dont tu organises ton esprit. C'est ton concept de toi-même qui les manifeste. Et ton concept, c'est ce que tu acceptes comme vrai. Quand tu arriveras à contrôler la direction de ton attention, tu ne seras plus à la surface de la vie, mais plongé dans ses profondeurs. Si tu juges par les apparences, tu resteras prisonnier de tes sens. Tout dépend de ton attitude envers toi-même. Ce que tu n'acceptes pas comme vrai à ton sujet ne peut pas se manifester dans ta vie. Répète-le. Ce que tu refuses d'affirmer à propos de toi ne peut pas exister dans ton expérience. En fin de compte, tu es ce que tu acceptes d'être. Ou, dit autrement, ce que tu supposes être. Supposer, c'est accepter. Tes conversations intérieures forment le monde dans lequel tu vis. Commence par toi-même. Dire « je serai » signifie que tu ne l'es pas encore. La volonté du Père est toujours « je suis », jusqu'à ce que tu reconnaisses que tu es le Père, car il n'y a qu'un seul « je suis »
et c'est ton soi infini, tu resteras dans « je serai ». Tu ne deviendras ce que tu veux être que lorsque tu accepteras de lâcher ton ancienne identité. Les circonstances de ta vie reflètent ce que tu te racontes. Tu dois affirmer ce que tu es maintenant. Je suis le genre de personne dont les relations sont toujours harmonieuses et belles. Que tu sois en couple ou non. Je suis quelqu'un dont les factures sont toujours payées à temps et facilement. J'ai toujours un surplus pour profiter de la vie. Même si ce n'est pas encore ta réalité actuelle, je suis en parfaite santé et j'inspire les autres par mon énergie. Peu importe ton état de santé du moment, changer ton concept de toi-même, c'est cesser d'être d'accord avec les mensonges auxquels tu croyais jusqu'ici. Ces croyances peuvent varier, positives ou négatives, mais il y en a une qui doit s'ancrer profondément. Je suis un enfant de Dieu et j'ai hérité de toutes les qualités de mon Père. Ces qualités sont l'amour, l'illimité, le pouvoir infini et la capacité de créer ma réalité. Je n'ai qu'à imaginer un état et m'y maintenir, et mes circonstances se réorganiseront. C'est mon droit divin en tant qu'enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin de connaître l'origine de tes croyances pour t'en libérer. Il existe des méthodes pour s'en détacher sans revivre le passé. Mais avant de continuer, sache que cette série touche à sa fin. Le prochain message parlera de révision. S'il reste des désirs profonds, je suis ouvert à les aborder, mais je crois que cette série répond à l'essentiel. Tu n'as pas besoin de savoir d'où viennent tes croyances pour les changer. Voici l'histoire d'Alex et le clou. Alex achète une belle voiture. Il la nettoie et part en balade. Le lendemain matin, il découvre un pneu crevé. Il appelle une dépanneuse qui l'amène au garage. Le mécanicien trouve un clou dans le pneu, le retire et informe Alex qu'un petit patch suffira. Mais Alex panique. D'où vient ce clou? Est-ce ma mère, mon père? Il veut à tout prix savoir l'origine. Le mécanicien insiste. On n'a pas besoin de savoir ça pour réparer. Ton traumatisme est comme ce pneu crevé. Tu n'as pas besoin de connaître la cause pour le réparer. Beaucoup de gens se perdent à chercher le pourquoi, le comment. Mais si tu veux juste guérir et avancer, il est temps de lâcher ces questions. Elles ne sont pas nécessaires pour reprogrammer ton esprit. Et c'est un processus lent et souvent douloureux. Personnellement, je préfère éviter la douleur. Si je peux avancer sans revisiter mes vieux traumas, je prends l'option douce, avec chantilly si possible. Avant de commencer tout travail intérieur, il est crucial d'apaiser ton système nerveux. Le traumatisme provoque des changements dans ton corps et ton esprit. Et il faut comprendre une chose, un traumatisme n'a rien à voir avec la gravité de l'événement. Deux personnes peuvent se cogner l'orteil le même jour. Une continue sa journée sans problème. L'autre finit par souffrir, aller chez le médecin et se faire amputer. Même événement, résultat différent. Le vrai problème était invisible. On ne diagnostique pas un os cassé juste en demandant « Que s'est-il passé ?» On regarde à l'intérieur, avec une radio. Le traumatisme est pareil. On ne le juge pas à la gravité de l'événement, mais à l'impact. Alors, s'il te plaît, cesse de croire que ton traumatisme n'est pas valable parce que ce n'était pas si grave. Maintenant que tu sais que tu portes un traumatisme, même sans connaître sa source, que faire? La réponse la plus simple, la plus neville, la révision. Imagine une enfance idéale. Recrée-la mentalement. Répète ces scènes encore et encore jusqu'à ce qu'elles paraissent réelles. À ce moment-là, ton subconscient accepte. Et ton corps, ton esprit, ta réalité change. C'est une forme de guérison véritable. Tu effaces l'ancien et ton corps réagit. Autre chose, si tu souffres d'anxiété ou de colère, commence par calmer ton système nerveux. Sinon, ton cerveau se déconnecte et tu passes en mode combat, fuite, sidération ou soumission. Ce sont des réponses du système nerveux sympathique. Pour en sortir, il faut respirer doucement. Inspire normalement, retiens un instant.